La médecine a pour rôle de guérir, mais la frontière qui sépare guérison et amélioration est de moins en moins claire à mesure que les technologies biomédicales se perfectionnent. Ce brouillage se double bien sûr du flou de la question qui consiste à se demander ce que signifie améliorer. Le verbe dans ce contexte est fort chargé idéologiquement, tout comme le substantif normalité, dont la définition, c'est le moins qu'on puisse dire, est à contenu variable. Pour affirmer « je pense donc je suis », il fallait un esprit sain dans un corps sain. Je ne ferai pas de Descartes un précurseur naturel du baron Pierre de Coubertin, mais sans doute un de ceux qui, parmi les premiers, envisagea de rendre les humains meilleurs par le moyen de la médecine. Je rappelle ce passage du discours de la méthode. Car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. L'humanisme moderne s'est notamment donné pour mission de combattre la souffrance humaine par la conquête de la nature, comme on le sait. Faisons un saut dans le temps. À partir des années 1930, Étienne Wolff, dans la continuité des travaux sur la tératologie amorcés par Geoffroy Saint-Hilaire, père et fils, développe une tératogénèse expérimentale s'appuyant sur des données génétiques qui n'existaient évidemment pas un siècle plus tôt au moment de la publication en 3 volumes de l'Histoire générale des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux ou Traité de tératologie d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Je cite un extrait du discours de réception d'Étienne Wolff à l'Académie des sciences en 1963 par le grand biologiste Jean Rostand. Il est permis d'avoir froid dans le dos ou d'y prendre un plaisir pervers ou d'y prendre un plaisir pervers qui donne froid dans le dos. Donc, je cite Rostand. C'est à vous, monsieur, qu'il était réservé de mener la tératogénèse à ce point de perfection et de commander ainsi à la monstruosité, jusque-là si capricieuse. Une petite fenêtre découpée dans la coquille et obturée par une lame de verre vous permettra de surveiller la formation progressive de l'embryon. Vous obtiendrez toute une gamme de poussins anormaux. La conclusion est d'importance. De n'importe quel germe normal, on peut tirer un être anormal et porteur de l'anomalie qu'on aura pour lui choisie à l'avance. J'ai, dites-vous, la réputation un peu diabolique de faire des monstres. C'est là en effet une industrie dont la nécessité échappe à beaucoup d'esprits simplistes, enclin à s'étonner que la science veuille délibérément ajouter au désordre et au mal. J'ai lu, sous une plume sans humour, que l'élection d'un producteur de monstres dénotait de notre part quelque perversité du goût et en disait long sur la décadence de notre époque. Par antiphrase, faut-il comprendre que la situation devrait nous faire rigoler. En tout cas, le rapprochement entre monstres et industrie m'a rappelé les chicken nubs, en français tête au poulet, être hybride parmi d'autres conçus artificiellement en laboratoire et en masse qu'invente Margaret Atwood dans son roman Oryx and Crake. De la part d'un homme attiré par la recherche pure comme Jean Rostand, ce rapprochement naturel entre industrie et science, plus spécifiquement ici entre industrie et monstre à travers la science, laisse perplexe. Pas besoin d'insister sur les progrès du laboratoire monstrueux depuis 50 ans. J'ai ici une pensée émue pour Alba, la lapine verte d'Édouard Oka, mais aussi sur ses effets dans la littérature. On ne sait pas toujours jusqu'à quel point c'est le sujet lui-même qui cherche à échapper à la nature, jusqu'à se recréer au-delà de ce qu'elle permet, devenant au sens strict une anomalie, ou si c'est la société, à travers les discours néolibéraux tenus par une partie du complexe industrialo-pharmaceutique, qui y pousse de plus en plus. La littérature ne manque pas de jouer sur les ambiguïtés de l'identité à l'ère de la rectitude politique et de la différence, alors que la science permet ou impose un spectre de manipulation de plus en plus large. Les 3 romans de Caroline Georges situent au cœur de leur narration la transformation pour le moins inorthodoxe d'individus dont le corps, malléable et instrumentalisé, subit les effets de leur environnement et des règles de celui-ci. Mais les individus endurent des contraintes sociales en même temps qu'elles les retournent, dans une certaine mesure du moins et différemment selon les cas, en processus de libération ou de vengeance. Il y a moyen d'échapper à ce qu'on nous impose, pour le meilleur et pour le pire, surtout quand la société décide que nous serons un monstre, c'est-à-dire un être pas comme les autres. Pour des raisons de temps, je me limite au premier de ces 3 romans, publié en 2001, La mue de l'hermaphrodite. Généralement intéressant, ce roman pourrait être qualifié de suspense tératologique, c'est un genre que je viens d'inventer, j'espère. Il s'ouvre sur un procès. Hermanie Mésange, la narratrice, ou le narrateur, c'est selon, même si l'accord au féminin laisse croire qu'on peut féminiser le personnage. Hermanie Mésange, donc, est accusée d'un crime sur lequel, au départ, nous n'avons pas de détails. Condamnée à la réclusion à perpétuité, le juge lui propose de servir de cobaye pour une expérience judiciaire, ce qu'elle accepte.
Isolée pendant 982 jours, elle doit, après ce laps de temps, s'expliquer et tenter de se justifier en direct sur le cyber-réseau. Nue, sous les yeux d'un public qui peut la regarder et l'écouter, elle livrera ses confessions à une foule qui variera selon l'intérêt de ses propos, mais qui atteindra, à la fin du roman, 498 678 531 captations. Rappelée à l'ordre lorsque son propos dérape par des gardiens appelés les composantes informatiques de l'intelligence technologique, elle remontera jusqu'avant sa naissance. Il était une fois une femelle obsédée par la procréation, et que par ça. Ce conte postmoderne commence ainsi avec une femme imperméable au malheur du monde et obsédée narcissiquement par sa seule volonté d'avoir un enfant. Il était donc une fois une femme de son temps qui s'est parée d'un corps aseptisé, standardisé, du corps nécessaire pour exister dans le désir de son prince imaginaire, un corps filet, un hameçon, un homme-son. Laide, un véritable monstre selon sa fille, elle a subi les modifications souhaitables grâce aux bienfaits de la chirurgie plastique pour échapper à sa nature. Sa volonté de vivre, comme dans les contes de fées, ne donnera pas de résultats concrets. Incapable d'avoir un enfant, dépressive et suivie par une foule de médecins pour cette raison, elle répondra, dernier espoir, à une annonce d'un scientifique lui-même obsédé par la procréation qui propose un traitement moléculo-chimique révolutionnaire doublé d'une thérapie génique. De ces expériences naît l'être qui s'exprime ici. Je suis un monstre contemporain, somme toute. L'électricité des traitements chimiques, des antidépresseurs, du silicone, du sperme décongelé, des relents de pollution, une bonne réserve d'agents de conservation et un peu d'utopie. Voilà la recette de ma conception. L'utopie, depuis More, étant souvent représentée par le motif de l'île, on pourrait en faire la métaphore d'Hermione Mésange, isolée dans un corps qui la sépare des autres. Prise en charge par l'État qui transforme cet être, véritable apax en phénomène médiatique pour en tirer un maximum de profit, elle est saisie par la science et instrumentalisée par elle, comme sa mère auparavant, mais à la puissance 1000. Sa génitrice mourra 4 mois après la naissance de la chose, sans doute de honte, enfoncée davantage dans sa dépression. La seule filiation qui existe entre l'une et l'autre tient à cette emprise de la science qui n'a rien de génétique et tout d'institutionnel. La voici donc exhibée sous les yeux avides d'un public obsédé par la nouveauté médiatique. On voulait du neuf, pas des copies, les nouvelles idées étaient vite digérées, vite oubliées, la consommation d'exaltants se déployait de façon exponentielle, on voulait du scandale, de l'inouï, de l'inimaginable. Ma naissance a indubitablement exaucé certains de ses désirs. Mais peu à peu, un effet de sa constitution particulière peut-être, elle perd ses attributs exceptionnels, lasse le public en même temps que sa vitalité s'étiole. On la met entre les mains d'un psychiatre, né Mésange, qui devient un véritable père pour elle et qui lui donne d'ailleurs son nom. Cet homme peu orthodoxe mène en réalité une double vie. Reconnu d'un côté pour son apport exceptionnel à la pharmaceutique, il met également au point des psychotropes illicites, appelés des technopsychotropes, qui font de lui un baron de la drogue et il développe un véritable empire. Je cite, « Ney s'est ainsi retrouvé à la tête de 2 empires, celui de la normalisation et celui de la sublimation. » Hermione, qui teste les psychotropes, décide un jour, à la suite d'une expérience particulièrement troublante, d'ouvrir la conscience des gens à la réalité, avec un R majuscule, en diffusant dans l'air un psychonutrifiant, je cite, une sorte d'ensorcellement technologique, qui conduira, dans les faits, à la mort de 33 personnes. À la suite de cette expérience, Ney lui-même surnage dans un état comateux à l'hôpital. Qu'importe, Hermione est convaincue que grâce à elle, je cite, « quelques individus gravitent maintenant dans une nouvelle perspective. Ils ont franchi un seuil, leurs limites perceptives. » En conséquence de quoi, elle ne nourrit aucune culpabilité. Le verdict sera rendu à la fois par les composantes informatiques de l'intelligence technologique ainsi que par les 498 millions, etc., représentants de l'humanité ayant assisté aux aveux, et le roman se termine par la phrase suivante. Le verdict de synthèse sera émis dans 20 secondes. Hermione n'a pas le dernier mot, mais si le verdict lui est favorable, elle sera probablement récupérée par le corps scientifique à titre de cobaye. Il n'est pas certain qu'elle préfère ce retour à la case départ à sa simple élimination. Alors, on n'échappe pas à ces gènes, pas plus qu'à l'histoire littéraire. Le jour à 40 ans où elle se retrouve enceinte, la mère d'Hermione, selon son journal intime retrouvé par sa fille, poétise à propos d'une décharge électrique ressentie pendant sa fécondation alors qu'un orage sévissait sur la mégapole au même moment.
L'allusion au monstre de Frankenstein accrédite la singularité exceptionnelle de cette naissance et de son résultat. Je rappelle que ce fut par une lugubre nuit de novembre que passa l'étincelle de la vie à travers le corps du monstre, alors qu'au même moment, une pluie funèbre martelait les vitres. À chaque fois que je cite ça, j'ai des trémolos dans la voix. Je m'y habituerai jamais. L'allusion à Frankenstein est d'ailleurs explicite dans le texte, mais si on peut lire dans le roman de Mary Shelley le choc du siècle des Lumières et du romantisme, Hermanie est né d'un autre choc assez bien tourné dans la formulation. Je suis le produit d'une double névrose, féminine et scientifique. Déjà, j'étais condamné à devenir ce que je suis. On pourrait aussi dire qu'elle naît entre le miracle christique et l'univers atomique. Une aura lumineuse, luminescente d'une blancheur immaculée me drapait en entier. On a vite imaginé le pire, une quelconque forme de radiation toxique. Malheureusement, c'est une époque où le fantastique n'a la cote que dans la fiction. Alors plutôt que de passer pour, je cite, une apparition divine, peut-être même le sauveur promis, j'ai surgi sous le regard sceptique d'une équipe de professionnels au mode réflexif très concret. Une aura, une lumière autour d'un corps, c'est peut-être dangereux, ou pire, contagieux. On la met donc dès sa naissance en quarantaine. Pourtant, malgré les analyses, son auréole reste inexplicable, comme son sexe, ambigu, et disons-le même ainsi, incompréhensible. Créature de la science qu'on s'arrache, aussi bien dans le monde scientifique que dans le grand public, l'État lui octroie une tutrice pour s'occuper de son agenda et son éducation. Ce sera Mademoiselle Saussure. Et il est vrai que l'arbitraire du signe se pose résolument ici. Cet être né grâce aux effets de la technologie scientifique, doit-on le considérer comme appartenant à l'espèce humaine? Existe-t-il un mot pour cela? Et sinon, de quelle monstruosité parle-t-on? Évidemment, la question n'est pas neuve. En 1550, la controverse de Valladolid entre Bartolomé de las Casas et Juan de Sepúlveda portait déjà sur le statut des Indiens d'Amérique, dont on se demandait s'il fallait les considérer comme des êtres humains. Au 19e siècle, la volonté pathologique, c'est le cas de le dire, de classer permettait de séparer le bon gré de l'ivraie, le normal du monstrueux. J'en rappelle quelques exemples qui, de la dégénérescence ou de l'eugénisme ancien, conduit à ce qu'on nomme aujourd'hui parfois le nouvel eugénisme, et dont Hermanie serait une étrange manifestation. Dans son cas, il ne s'agit pas de rapprocher un être de la normalité, mais à l'époque de la différence, élevée au rang de vertu essentielle, de montrer les possibilités de modification offertes par la science. L'ouvrage de Bénédicte Morel traitait des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine. Je note toujours avec plaisir la dimension morale qui est mise sur le même plan que les deux autres. Publié en 1857, aura ouvert la voie. À sa suite et pendant des décennies, parfois sur un ton messianique, parfois avec un rationalisme glacial hérité du positivisme kantien, parfois enfin au nom d'une charité qui cache mal son mépris, médecins, biologistes et mathématiciens eugénistes vont rapprocher dégénérés et monstres en se demandant implicitement ou explicitement s'il n'existerait pas un moyen de se débarrasser de cette engeance. Pour le médecin Charles Ferré, la monstruosité envahit facilement les familles, je le cite. Au point de vue de l'hérédité et des combinaisons familiales, les anomalies tératologiques peuvent être rapprochées des affections nerveuses et des maladies de la nutrition. Alors, de la dépression nerveuse aux mutants, il n'y aurait qu'un pas à en croire l'auteur. Si Eugène Appert considère que, je cite, la pathologie fœtale joue certainement un rôle important dans la genèse des monstruosités, Charles Richet, lui, qui est devenu d'une certaine façon mon idole à contrario, si je puis dire, bien que médecin et même prix Nobel, ne s'embarrasse pas de pareilles réflexions scientifiques. Du haut de son capital symbolique, il classe en fonction de la normalité, et je cite un court passage, mais il y en aurait des centaines à citer. Nous devrions considérer la normalité comme un minimum nécessaire. Si les cul-de-jatte, les becs de lièvre, les pieds-beaux, les polydactyles, les hydrocéphales, les idiots, les sourds-muets, les rachitiques, les crétins étaient supprimés, les sociétés humaines n'y perdraient rien. Il y aurait quelques malheureux de moins, et c'est tout. Limitons ici les exemples éprouvants. Face à ces monstruosités qu'il faut éliminer, Hermanie participe plutôt d'une autre catégorie qui rapporte par sa singularité. En ce sens, elle s'inscrit davantage dans la catégorie des freaks, monstres de foire qui étaient exhibés. Je cite un article de Rosemary Garland-Thompson intitulé « Du prodige à l'erreur, les monstres de l'Antiquité à nos jours ».
Les monstres humains étaient le clou des spectacles de Barnum et de tous les musées populaires qui suivirent. Dans les salles de curiosité et les salles de conférences de ces musées, ainsi que sur les estrades des baraques de foire, était présenté un incroyable éventail de prodiges corporels, albinos, femmes à barbe, jumeaux siamois, circassiens tatoués, prodiges dépourvus de bras et de jambes, géants chinois, cannibales, triplés nains, hermaphrodites, jeunes garçons à la peau mouchetée et bien d'autres choses encore. On exploite les monstres, on les met en scène pour magnifier du même mouvement la normalité qui, elle, n'a pas besoin d'un cadre particulier et les zoos humains suivront. La narratrice dira « L'impression d'être une bête de cirque, ça me coinçait l'envie d'exister. » Pourtant, Hermione ne possède pas une étrangeté qui attire par dégoût ou par peur. Au contraire, on en parle comme de l'androgyne parfait, d'une beauté angélique même. Je cite « Je suis devenue la mascotte de l'hôpital Sacré-Cœur du Bon-Fils, le sosie du Petit Prince de Saint-Exupéry, version post-contemporaine, qu'il disait. » Hermione n'a pas la candeur du héros de Saint-Exupéry, c'est le moins qu'on puisse dire. Le Petit Prince trash, il y a quand même des limites à l'oxymore. Sa singularité attirait donc par une beauté différente. Le spectacle des catastrophes naturelles les plus destructrices provoque une émotion esthétique puissante et c'est d'abord ce type de rapport qu'on imagine Hermione entretenir avec son public. D'ailleurs, à l'ère médiatique, on pourrait interpréter l'aura qui l'entoure comme celle d'une icône moderne, à l'image de rockstars qui ont volontairement joué sur une certaine laideur transformée en beauté nouvelle. Alice Cooper, The New York Dolls, The Sex Pistols, Marilyn Manson, pour n'en nommer que quelques-uns. Cela dit, on ne sait jamais à quoi elle ressemble exactement. Cette beauté étrange paraît indescriptible. La beauté est toujours bizarre, écrivait Baudelaire, quand la science s'en mêle, ça n'arrange pas la situation. À la manière des monstres de Lovecraft, on a l'impression d'un être au corps impossible pour lequel le vocabulaire n'existe pas encore. Restons-en pour le moment à cet aspect du regard. Dans Phénoménologie des corps monstrueux, Pierre Ancet pose l'hypothèse suivante, je le cite, « La perception du monstre n'a pas été envisagée dans toute son extension. Il n'a été question que d'angoisse et jamais de plaisir. Or, l'objet monstrueux peut être perçu avec plaisir sans perdre sa dimension traumatique. Il peut s'agir du plaisir de maîtriser intellectuellement cette formation anormale ou d'un plaisir esthétisant fondé sur le rapprochement entre les formes inquiétantes du monstre et les formes artistiques. On le regarde comme un tableau et l'on y prend goût. » Je renvoie encore une fois à la beauté de certaines catastrophes naturelles, mais aussi scientifiques. On sait à quel point les photographies d'explosions de bombes nucléaires ou à hydrogène ont été esthétisées. On sait aussi, je le mentionnais tantôt, que des travaux scientifiques profitant des technologies biomédicales ont parfois été qualifiés de nouvel eugénisme, une manière peut-être d'associer des scientifiques contemporains aux savants fous. Or, la dimension esthétique du travail des savants fous qui créent des monstruosités, sinon explicitement des monstres, a fait florès dans la fiction. Je cite Hélène Després dans un livre à paraître. Les savants fous, en tant que créateurs qui refusent de museler leur imagination, de la soumettre aux limites de la réalité, se rapprochent souvent plus des artistes que des scientifiques qui font preuve d'autant d'imagination, mais qui en acceptent les limites. Dans la mue de l'hermaphrodite, il n'y a personne pour indiquer de limites. Et quand la narratrice commence à aller mal, vomissant sans cesse, son corps en déliquescence, subissant des opérations pour de multiples cancers, au point qu'elle n'a plus d'intérêt médiatique, telle une vedette achetée après usage, on se souvient de Dolly, cette brebis clonée en 1996 par l'équipe du professeur Ian Wilmut en Écosse, attaquée par de sévères rhumatistes à un âge encore tendre, laissant penser, mais sans qu'on puisse l'assurer, que ses problèmes de santé venaient de sa création artificielle. Ainsi, la science aurait créé un monstre esthétique, involontairement sans doute, qu'importe, une sorte de monstre surréaliste, imprévu, né du hasard. Après le poème Dada, le corps Dada. Comme à l'époque de Barnum, le spectacle est amusant et gai, car, contrairement à ce qu'on pense parfois, le spectacle des monstres au 19e siècle ne provoquait pas la peur ou le dégoût. On y allait en famille pour pique-niquer devant les siamois et différents êtres difformes. Tant que le monstre est bel et bien l'autre, théâtralisé, mis à distance, il permet au spectateur de sentir avec réconfort sa propre banalité. À l'ère des cyber-réseaux et des mutations génétiques, la situation n'a guère changé. Hermione établit le même constat, je cite, « Je n'étais pas un modèle, qu'un attrait exotique. J'étais un phénomène, oui, mais pas un modèle.
Pour le public, pour l'électeur moyen, l'idée d'une mutation de l'espèce, le présage d'un monde totalement différent, c'était divertissant, mais pas sérieusement envisageable. Sa différence, elle s'en rend compte par le regard des autres. Je sentais que j'étais différente d'une différence fondamentale, comme celle qui s'instaure entre deux espèces animales, et cette différence me distanciait de plus en plus de mon public. Pour un peu, on la prendrait pour le chaînon manquant. Cependant, si le regard porté sur le monstre est palpable, obsédant, il fonctionne dans les deux sens, comme dans Frankenstein d'ailleurs, roman dans lequel l'échange des regards est essentiel, traverse le roman. Mais la narratrice a un regard particulier qui déforme l'environnement. Mon champ visuel était rempli de formes abstraites aux couleurs variées qui se mouvaient dans l'espace à des rythmes différents, se confondant, s'amplifiant, se subdivisant à l'infini. Si elle est perçue sous le regard des autres comme une différence fondamentale, une singularité, elle voit elle-même le monde de manière unique. On pourrait proposer l'hypothèse que dès sa naissance et avant sa rencontre déterminante avec Né-Mésange, Hermione possède naturellement un des deux principaux effets provoqués par les drogues hallucinogènes, des effets d'ordre perceptif, des hallucinations surtout d'ordre visuel. Sa rencontre avec celui qui deviendra son mentor achève sa transformation en un être unique. Les psychotropes lui procurent l'autre effet propre aux drogues hallucinogènes, cette fois d'ordre psychique, distorsion temporelle, trouble dans le cours de la pensée et sentiment de dépersonnalisation. Un sentiment de dépersonnalisation pour celle qui n'a pas d'identité propre. Lors d'une fête bestiale à laquelle elle se retrouve avec Né, des gens sont tués sur des bases artistiques pendant cette soirée. Elle se met à vomir, affirmant « Je ne savais pas vomir avant ». C'est tout son corps qu'elle vomit en réalité avant de vomir les autres. Ou disons-le ainsi, de vouloir les transformer, comme elle-même a été transformée par les psychotropes et plus largement par la science. Le monstre devient ainsi symptôme des excès d'une société en mal de changement. Je conclus en rappelant une formule du romancier James Graham Ballard que j'aime beaucoup et selon laquelle la fiction permet de tester des hypothèses extrêmes. Et le monstre représente justement un modèle extrême que la science a longtemps évalué dans sa singularité par rapport à une certaine conception de la normalité, au risque de ne pas voir, de refuser de voir ce qu'il y avait d'idéologique et de fantasme, de peur dans l'analyse du monstrueux. La littérature peut rendre compte de ce que cache l'objectivité, réelle ou prétendue, du discours scientifique, notamment des sciences de la vie. Un peu à la manière de la sorcière pour Michelet dans son étude du Moyen-Âge, on peut concevoir le monstre comme une figure épistémique permettant d'analyser l'évolution du regard médical sur le normal et le pathologique et ses effets sur le discours social en général. Les travaux de Geoffroy Saint-Hilaire, tout comme Frankenstein de Mary Shelley, ils sont contemporains. On peut se demander si c'est un hasard que la fiction rejoigne la science de cette façon, permettent donc historiquement de marquer le début d'une conception singulière du monstre et de la différence. Les variations de la perception du monstre au fil des décennies permettent de réfléchir, à travers une figure imaginaire singulière, à des questions au cœur des débats sociaux et politiques actuels. Altérité et normalité, soi et autre, valeur du singulier et universel. C'est aussi une manière de réfléchir sur l'hybridité à une époque où les concepts de cyborg, de post-humain, de transhumain, de clonage fragilisent le consensus, de toute manière artificielle sans doute, autour de la définition de l'être humain. Alors, il y a de quoi entreprendre une recherche d'envergure. Ça commence aujourd'hui. Merci beaucoup.